Je me suis fait une réflexion la semaine dernière quand je regardais Aliens pour la 863e fois. Pourquoi aucune héroïne n'arrive à la cheville d'Hélène Ripley? Bon, je ne vais pas revenir sur la qualité d'Aliens de James Cameron. Pour moi, il s'agit du meilleur film de la saga Alien, et peut-être même du meilleur film de son réalisateur. Je n'arrive toujours pas à le départager avec Terminator 2. Non, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur le personnage central, Hélène Ripley, pour comprendre pourquoi elle est encore en 2026 le personnage féminin le plus fort de l'histoire du cinéma. Et quand je dis fort, ce n'est pas au sens purement physique, mais de l'aura complète qui s'en dégage. En gros, je vais tenter de répondre à la question: pourquoi nous, les vieux geeks, on la considère comme notre deuxième maman? En 1979 sort Alien, le 8e passager de Ridley Scott, une véritable révolution pour le cinéma d'horreur, car le film mélangeait habilement ce genre avec la science-fiction, chose qu'on n'avait encore jamais vue à l'époque. Le scénario était très simple: l'équipage d'un vaisseau de transport commercial atterrit sur une planète de laquelle émane un signal inconnu, ils y trouvent un vaisseau craché, et à l'intérieur, des œufs qui renferment de vilaines bestioles. Un des membres de l'équipage se fait infecter, et son ventre explose dans l'une des scènes les plus mythiques du cinéma, pour laisser s'échapper une créature encore plus vicieuse qui se met à les traquer et à les tuer un par un. Ce qui nous tenait en haleine, c'est qu'il n'y avait aucun profil type destiné à survivre. On aurait pu penser que le capitaine Dallas serait le héros du film, mais non, il se fait dézinguer au milieu du récit. Et à la grande surprise du public, c'est l'une des deux femmes de l'équipage que Ridley Scott décide de mettre en avant. Elle devient la plus courageuse face à la créature et finit par l'éjecter dans l'espace. Scott venait de poser les bases de la femme forte, supplantant les rôles héroïques masculins habituels de l'époque. Et le public a adoré. Il s'est dit ah bah oui, pourquoi pas en fait? Pourtant dans le scénario original, Ripley devait mourir à la fin. Heureusement ils l'ont laissé vivre, ce qui a permis à James Cameron de reprendre le flambeau en 1986 pour sortir Aliens le retour, ou juste Aliens avec un S en version originale. Ce fut l'occasion rêvée pour Cameron de pousser le concept de la femme forte encore plus loin. Comment? En développant l'écriture d'Hélène Ripley à travers un prisme cher au cœur du réalisateur, la puissance de la cellule familiale, et plus particulièrement ici, la maternité. Le problème des films actuels, qui souhaitent à tout prix mettre des femmes fortes au cœur de leur récit, c'est qu'ils le font souvent dans un seul but: prouver qu'elles sont l'égale de l'homme en tout point, et qu'au fond, ces derniers ne servent à rien, quand ils ne sont pas dépeints comme des êtres purement toxiques ou dangereux. Résultat, pour ces héroïnes à l'écran, dès l'ouverture du film, le cahier des charges est le même. Elle sait déjà tout faire, elle maîtrise les arts martiaux, elle tire à la perfection, elle n'a aucune faille, ne doute jamais et donne des leçons d'arrogance à tout son entourage. Comme elle n'a aucun défaut à surmonter, sa trajectoire est plate, c'est du surplace émotionnel. Ces films sont oubliés aussi vite qu'ils sont vus, car il est impossible de s'attacher à des personnages aussi parfaits, et encore moins de s'intéresser à un récit qui n'a aucune crédibilité. Une gamine de 40 kilos qui défonce un Predator à main nue. Putain, je m'en remets toujours pas. Et pour en revenir à Ripley dans Aliens, eh bien c'est le contre-pied exact de tout ce que je viens de vous décrire. Recueillie par une équipe de sauvetage après 57 ans de dérive dans l'espace, on découvre une femme profondément fragile. Sa toute première scène est un cauchemar lié à son traumatisme. Elle se réveille en hurlant, trempée de sueur. Elle vit sous calmant et pour couronner le tout, elle est l'unique survivante d'un drame que personne ne veut croire. Elle se fait retirer son permis de vol et se retrouve reléguée à faire de la manutention sur les aérodocs. D'entrée de jeu, Cameron ne nous présente pas une super-héroïne, il nous présente une femme brisée. D'ailleurs, quand on lui expose les problèmes de communication avec la station sur LV-426 et qu'on lui demande de revenir, c'est un non catégorique. Elle revient de l'enfer, elle refuse d'y retourner. Parce qu'elle a la trouille. Oui, un être humain normalement constitué est naturellement doté de mécanismes de peur, parce que c'est un mécanisme de survie. Les femmes actuelles au cinéma ne sont même plus humaines, parce que la plupart sont écrites comme des personnages dénués de peur, alors qu'il n'y a absolument rien de honteux là-dedans. Au contraire, on se met parfaitement à sa place, et notre réaction serait exactement la même, y compris pour nous les hommes. Ensuite, une fois à bord, elle ne se sent pas à son aise, au milieu de tous ces marines bourrins, bodybuildés, et qui font des blagues de beauf. Elle a du mal à s'exprimer quand elle doit raconter son histoire, etc. Et une fois sur la station, les marines se partent en reconnaissance pendant qu'elle attend à bord du véhicule blindé. Et même quand ils annoncent que c'est sécurisé, elle refuse de rentrer parce qu'elle pense qu'il y a encore un risque. Donc oui, elle se fait dessus, et on trouve ça normal. Par contre, quand tous les marines se font éclater dans le nid, elle décide de prendre les choses en main, pas pour prouver son courage ou par volonté du réalisateur de la mettre absolument sur le même piédestal que les hommes. Non, elle le fait sans réellement réfléchir, parce qu'elle n'a pas le choix. Soit elle reste planquée pendant qu'ils crèvent tous, mais dans ce cas elle signe également son arrêt de mort et aussi celui de Newt, soit elle tente le tout pour leur survie. Et c'est ça qui rend ce moment épique. Pas parce qu'il est là pour prouver que Ripley est super courageuse et qu'elle n'hésite pas face au danger. Non, il nous met dans une situation de course alimentée par l'énergie du désespoir en tentant le tout pour le tout. Évidemment, la musique du regretté James Horner nous sublime ça avec brio. Il m'arrive même parfois de la mettre pendant que je roule en voiture, surtout quand je suis en retard au boulot,
J'arrive à rendre ces moments ultra épiques. Et c'est donc après ce moment-là que l'héroïne qui se cache au fond du personnage de Ripley commence à se développer. Les 3/4 des marines se sont zigouillés, il ne reste plus grand monde, et elle prend naturellement la place du lieutenant Gorman, qui s'est mangé 50 kilos de caisses de munitions sur la gueule. Et on y croit, parce que les marines se rendent compte qu'elle est la seule à bien connaître leur ennemi, la seule à l'avoir affronté et survécu. Du coup, ils rangent leurs blagues et leurs sarcasmes au fond de leur poche, et ils écoutent. On la voit galérer, apprendre à manipuler le fusil impulsion avec X. Sa compétence est crédible parce qu'on assiste à son apprentissage. Elle ne devient pas un Jedi par miracle comme dans Star Wars, l'éveil de la force de merde. Et même la première fois qu'elle arrive à s'en servir, elle est surprise par le recul et manque de se casser la gueule. En fait, pour écrire une femme forte, le cinéma actuel se contente trop souvent de prendre les pires clichés du héros masculin des années 80, froid, cynique, invincible, et de les calquer sur une actrice de 50 kilos. On gomme toute spécificité féminine en pensant que la vulnérabilité est une faiblesse. Cameron a fait le choix inverse en ancrant la puissance de Ripley dans ce qu'il a de plus viscéral, la maternité. Parce qu'au final, Aliens, qu'est-ce que c'est? C'est un duel entre deux mères. D'un côté, la reine alien qui protège ses œufs, de l'autre, Ripley qui protège Newt. Vous voyez, il y a une scène clé dans ce film, probablement la plus importante. C'est quand Ripley va border Newt avant de dormir. La petite est terrifiée, elle ne veut pas dormir à cause des cauchemars, elle ne veut pas que Ripley la laisse seule, et Ripley lui dit une chose. Tu vois cette caméra? Eh bien je peux tout voir avec cette caméra, et elle me dira si tout va bien. Et elle ajoute, jamais je ne te laisserai, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Alors j'ai vu ce film très jeune, probablement trop jeune, mais à partir du moment où j'ai entendu cette phrase, j'ai moi-même ressenti un immense réconfort, et j'étais rassuré. Elle a dit et fait ce que chaque enfant attend d'une mère lorsqu'il est effrayé. Tout ce que ma propre mère a fait pour me rassurer avant que je m'endorme quand j'étais gamin, dire ne t'inquiète pas, je ne suis pas loin, les monstres je les fais fuir, etc. Je l'ai ressenti dans cette scène. Je pense que je ne suis pas le seul d'ailleurs, et c'est pour ça que j'estime que Ripley est la maman de tous les geeks fans de la culture populaire de ces belles années. Elle recrée un foyer au milieu du cauchemar. Parce que les Marines bodybuildés traitent Newt comme un problème ou un bagage à scoltiner, Ripley est la seule qui s'assoit à sa hauteur, qui la nettoie, qui lui parle comme un être humain. Quand elle lui jure qu'elle ne l'abandonnera jamais, elle passe le pacte sacré de mère. Et ce qui rend la scène bouleversante, c'est qu'elle tient parole. Quelques heures plus tard, alors que la station est sur le point d'exploser, il ne reste que 26 minutes, tout le monde est mort ou en fuite, et la logique pure dirait de courir vers la navette, Ripley, elle fait demi-tour. Elle descend seule en enfer, le pire endroit de l'univers, dans le nid des Xénos, parce qu'elle a donné sa parole d'adulte à une enfant. C'est là qu'elle devient notre deuxième maman à tous. Elle guérit l'angoisse ultime de tous les gosses, celle de l'abandon dans le noir total au milieu des monstres. Les scénaristes actuels confondent souvent force et absence d'émotion. Ils pensent qu'une femme forte ne doit pas pleurer, ne doit pas materner, ne doit pas montrer de douceur, de peur que cela soit perçu comme un cliché sexiste. James Cameron, lui, il a compris qu'il n'y a rien de plus terrifiant et de plus puissant au monde qu'une mère à qui on essaie d'arracher son enfant. Le cinéma moderne donne des muscles, des pouvoirs cosmiques ou des punchlines à ses héroïnes, mais il a oublié de leur donner une âme, des promesses à tenir, et ce regard qui te fait dire, même face au pire monstre de l'univers, c'est bon, elle est là, je ne risque plus rien. Mais le vrai problème de nos jours, c'est qu'on met tellement dans la tête des jeunes qu'il ne faut pas faire de gamins. C'est criminel avec leurs questions débiles d'écologie, de démographie et d'évolution des mœurs. Hollywood a pris un vrai virage idéologique, alors que pendant très longtemps, le cinéma grand public s'est appuyé sur des moteurs émotionnels universels, presque mythologiques, la transmission, la filiation, la protection de l'enfant, le sacrifice parental. C'est le socle de récits intemporels qui vont de Aliens jusqu'au Roi Lion, en passant par Le Parrain ou même Interstellar. Aujourd'hui, l'industrie culturelle occidentale a tendance à privilégier d'autres récits, l'accomplissement strictement individuel. Le but d'un personnage moderne est souvent de trouver sa propre voie, de s'émanciper de toute structure, familiale et sociale, ou de briser des plafonds de verre. La réussite est souvent dépeinte à travers le prisme de la carrière, du statut et du pouvoir personnel. Et il y a cette insupportable méfiance envers les schémas traditionnels. Dans le logiciel d'écriture actuel, l'instinct maternel ou le désir de fonder une famille sont parfois perçus par les scénaristes comme des injonctions sociétales dont il faudrait libérer les personnages féminins pour les rendre plus modernes, alors que c'est l'une des forces motrices les plus puissantes et les plus viscérales de la narration humaine, peut-être même la plus forte. C'est pour ça que j'éprouve une certaine nostalgie pour des personnages comme Ripley. Elle incarnait une puissance qui ne cherchait pas à nier la nature humaine ou la vulnérabilité, mais qui y puisait sa force la plus brute. Et c'est exactement la même chose pour la paternité. C'est pour ça que selon les sondages, le film préféré des hommes est Interstellar. Et la collectionneuse aussi, je vous l'accorde. Cameron a repris exactement le même concept, mais cette fois-ci en mettant en scène la paternité avec Terminator 2. Il prend la machine terrifiante du premier film et la transforme en rempart ultime. Il y a d'ailleurs une réplique culte de Sarah Connor, alors qu'elle regarde John jouer avec le Terminator, qui résume mot pour mot ce que tu ressens. En regardant John avec la machine, tout est devenu clair. Le Terminator ne s'arrêterait jamais, il ne le quitterait jamais, il ne crierait jamais après lui, ne s'énerverait pas, ne dirait pas qu'il est trop occupé pour passer du temps avec lui, il serait toujours là et il mourrait pour le protéger. De tous les pères potentiels qui avaient défilé au fil des ans, cette chose, cette machine, était le seul qui tenait la route dans un monde de fous.
c'était le choix le plus sain. Comme pour Ripley, avec Newt, le T-800 comble un vide. John Connor est un gamin livré à lui-même, trimballé de famille d'accueil en famille d'accueil, avec une mère internée et un passif ultra lourd. Le Terminator devient ce phare de stabilité. C'est la force brute, mais entièrement canalisée pour le bien de l'enfant. Il n'a pas d'ego, pas de doute, pas de failles humaines qui pourraient le détourner de sa mission, garder le gamin en vie. En fait, James Cameron possède une obsession très spécifique que les autres réalisateurs n'ont pas. Il croit viscéralement à la structure familiale comme ultime rempart contre le chaos. La fin du monde, donc avec les aliens ou le jugement dernier, ça n'est qu'un décor pour tester la solidité des liens familiaux. Dans Aliens, il crée une famille dysfonctionnelle mais indestructible, avec Ripley, la mère, X le père et Newt la fille. Dans Terminator 2, il reconstruit une cellule familiale autour de Sarah, John et le T-800. Les réalisateurs actuels écrivent souvent des héros solitaires ou des équipes de super-héros qui s'envoient des vannes. Ils écrivent la force à travers l'indépendance. Cameron, lui, il écrit la force à travers la responsabilité envers l'autre. Le T-800 ne devient humain et touchant que parce qu'il apprend la valeur de la vie d'un enfant et qu'il accepte de se sacrifier dans la lave pour le sauver. On retrouve cette fibre dans Avatar 2 et 3 d'ailleurs, l'union de la famille pour faire face au danger, avec une figure paternelle très forte et protectrice. D'ailleurs, Avatar 2 est assez mal critiqué, mais personnellement je le trouve meilleur que le premier parce qu'il met en avant ses valeurs familiales, avec le fameux patriarcat que nos amis de gauche détestent tant. Ils ne se sont d'ailleurs pas privés de cracher sur le film, ce qui prouve leur débilité, parce qu'en dehors de ça, le film est comme le premier, une énorme fable bobo-écolo avec les méchants humains blancs qui viennent détruire, coloniser et piller les gentils indigènes qui n'ont rien demandé. C'est pourtant leur plus gros combat, et la soi-disant colonisation, un de leurs plus gros arguments qu'ils adorent dégainer à tort et à travers, mais je m'égare. Et donc pour en revenir à Ripley, la scène où elle descend seule dans l'ascenseur pour aller au nid, armée jusqu'aux dents, elle fonctionne si bien parce que son moteur n'est pas l'héroïsme ou la gloire, c'est le refus absolu de perdre un autre enfant. Oui, dans la version longue, on apprend qu'elle a perdu sa propre fille, Amanda, restée sur Terre pendant son hypersommeil, ce qui est quand même une info essentielle, je comprends pas pourquoi ils l'ont coupée. C'est donc cet instinct protecteur qui la transforme en guerrière. On croit à sa fureur parce qu'on croit à son amour pour la gamine. En fin de compte, si aucune actrice n'arrive à la cheville de Sigourney Weaver, c'est parce que les studios actuels écrivent des posters politiques ou marketing, là où Walter Hill, David Giller et James Cameron ont écrit un être humain, un vrai. Ripley n'a pas besoin de crier qu'elle est forte toutes les 5 minutes. Ses actes parlent pour elle, point barre. Donc je continuerai toujours de balancer au fond des chiottes les Captain Marvel, Thunderbolt, Ballerina, Prey. Celui-là, je vous en parle même pas. Charlie et ses drôles de dames, Wonder Woman, Madame Web, Black Widow et j'en passe. Tout ce cinéma actuel qui rate tout parce qu'il a peur du premier degré, de la douceur et des structures familiales traditionnelles, préférant l'individualisme connecté. Je resterai toujours fan de Sigourney Weaver en Ripley, et Linda Hamilton en Sarah Connor, oui je vous l'accorde, et je resterai toujours ancré dans les années 80-90, parce que c'est l'âge d'or du cinéma. Tout ce qui sort de nos jours avec ces plateformes de streaming qui ont tout bousillé, c'est juste soit oubliable, soit à gerber. Alors je vois déjà venir certains cinéphiles dans les commentaires, oui mais attends, Eva Vasquez, c'est le cliché absolu de la femme forte sauce années 80, elle est ultra musclée, elle a un énorme flingue, elle fait des tractions et elle parle comme un bonhomme. En quoi elle est différente des héroïnes d'aujourd'hui? Eh bien la différence elle est monumentale en fait, et elle tient en 2 points. D'abord, Vasquez n'est pas le personnage principal, c'est un personnage secondaire, un Marine. Son écriture correspond à sa fonction dans le récit, elle fait partie d'une unité d'élite, de gros bras décérébrés. Cameron ne cherche pas à nous faire croire qu'elle est subtile ou qu'elle a une trajectoire émotionnelle centrale, elle est là pour incarner la force brute et l'arrogance de l'armée américaine. Arrogance qui va d'ailleurs se faire balayer en 10 minutes par les xénomorphes. Ensuite, et c'est là tout le génie de Cameron, Vasquez a des failles, et elle a une fin héroïque qui brise son armure de dur à cuire. Quand l'enfer se déchaîne, elle ne reste pas stoïque en balançant des punchlines arrogantes, elle en chie, elle a peur, elle est blessée. Et sa toute dernière scène, au fond de son conduit d'aération avec le lieutenant Gorman, le mec qu'elle méprisait depuis le début du film, c'est d'une humanité incroyable. Elle ne meurt pas en faisant un doigt d'honneur ou en mode super-héroïne invincible, elle meurt coincée, terrifiée, mais solidaire, en tenant la main de son supérieur pour déclencher une grenade. Donc non, Vasquez n'est pas le modèle de l'héroïne moderne, c'est un magnifique personnage secondaire des années 80, qui, sous ses muscles, cache une vraie humanité et une capacité de sacrifice. Et surtout, elle sert de parfait contraste à Ripley. Vasquez a les muscles, mais c'est Ripley qui a la véritable force. Alors oui, je n'ai pas parlé de Alien 3 et 4 pour la simple et bonne raison que j'ai trouvé Ripley bien plus anecdotique que dans ces 2 films. Pour Alien 3, je ne pardonnerai jamais à Fincher d'avoir tué les personnages de Newt et X d'entrée de jeu. Newt était la raison de se battre pour Ripley. C'est complètement incompréhensible de l'avoir balayé d'un revers de main comme il l'a fait. Du coup, on ne comprend plus pourquoi Ripley lutte contre le Xéno. Newt est la fille par adoption de Ripley. Elle a tout donné dans le 2 pour la récupérer, tout risqué. Elle a affronté une reine, elle l'a balancée dans l'espace. Pourquoi?
pour que Newt meure dans le voyage de retour. Va te faire foutre, David. Quant à X, c'était un personnage hyper charismatique. J'aurais adoré le retrouver dans une nouvelle aventure aux côtés de Ripley. Le duo fonctionnait parfaitement. Vous imaginez le pied s'il s'était écrasé sur une planète encore à l'état sauvage à la Covenant, avec des xénos survivants du crash qui les traqueraient encore tous les trois et que le film soit un pur survival. Des idées de scénario, j'en ai plein à proposer, hein, autre que cette merde qu'ils ont fait avec Alien 3. Et pour Alien la Résurrection, j'ai rien à dire là-dessus, hein, hormis que c'est juste une farce où Sigourney Weaver parodie son propre personnage, qui n'a plus rien de la Ripley qu'on connaît, un clone qui balance des punchlines invincibles, surhumaines, bref, tout ce que j'ai décrit qui ne va pas dans le cinéma moderne. Bah voilà, Jean-Pierre Jeunet a commis le sacrilège de l'appliquer sur Ripley. C'est nul, mal joué et mal fait en plus. Plus rien n'est intéressant dans l'univers Alien après le 2. La seule chose qui m'aurait intéressé, c'est le projet de Neil Blomkamp qui était de faire une suite directe au 2 avec le retour de X. Mais non, c'est tombé à l'eau. Dommage. Bref, Sigourney, on t'aime, tu resteras à jamais notre reine de science-fiction. Et cette vidéo est un hommage à toi, mais aussi un immense remerciement pour tout ce que tu nous as apporté, ce qui a grandement contribué à façonner ma vie d'adulte actuelle en ce qui me concerne. Voilà, ça sera tout pour cet épisode. Si ça vous a plu, pensez au pouce bleu, aux commentaires, et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!